Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La mise à plat peut maintenant commencer. La conférence nationale des forces vives de la nation sur la rémunération des agents publics s'est ouverte ce matin, mais les véritables discussions se poursuivront par chaque parti pour des retrouvailles dans 3 semaines. La taxation des églises en Israël a occasionné la fermeture pendant quelques jours du Saint-Sépulcre, ce qui a suscité l'émoi auprès des pèlerins et des touristes. Heureusement, les autorités israéliennes ont décidé de suspendre la mesure de collecte des taxes. C'est parti pour la conférence nationale des forces vives de la nation. Elle se penche sur les conditions de rémunération des agents publics. La rencontre présidée par le Premier ministre doit faire des propositions concrètes pour un système de rémunération accepté par tous. Ce qui est certain, chaque parti a reçu ce matin un rapport qui fait d'analyse de la situation et a 21 jours pour faire des propositions concrètes. Frédéric Etienne Bassenga. L'ensemble des forces vives de la nation a 21 jours pour faire des propositions concrètes sur les conditions de rémunération des agents de l'État. À cette ouverture des travaux, les représentants de chaque parti ont reçu le rapport d'analyse sur la situation actuelle et sur lequel ils devront réfléchir pour apporter des solutions adéquates aux problèmes qui se posent. Paul Kabatiba appelle donc les forces vives à enrichir ce document, à l'amender par leur connaissance et leur expérience, mais surtout à partir de leurs convictions. La mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social et la lutte contre la pauvreté dans notre pays exige donc de notre part une réflexion, je dirais une réforme du système de dépenses, notamment de dépenses salariales. C'est un enjeu patriotique. C'est un enjeu national qui requiert la contribution de tous, sans tabou, sans sectarisme, mais de manière objective. De manière à ce, comme je l'ai dit, de manière à ce que nous puissions, en tout cas, pérenniser notre modèle de fonction publique. Parce que la conviction du gouvernement est que les meilleures solutions, les solutions idoines à la situation que nous vivons, ne peuvent être efficaces et pertinentes que si elles sont consensuelles, que si elles sont partagées, que si elles sont voulues par l'ensemble des forces vives de la nation, que si elles sont acceptées par les travailleurs, en particulier par les agents de la fonction publique d'État. Côté syndicat, on se réjouit de l'initiative du gouvernement. Les syndicats entendent soumettre le document à la base avant tout commentaire. Non, nous n'avons pas encore parcouru le contenu. Nous ne connaissons que le thème, c'est la réforme du système de rémunération des agents de la fonction, des agents publics de l'État. Voilà, c'est une question, j'allais dire, globale. Et il faudra que nous rentrons donc à l'intérieur pour voir ce qui est dit et ce qui est faisable. Pour le Premier ministre, chaque parti doit regarder les réalités et les difficultés en face et doit avoir le courage de proposer des réformes avec en ligne de mire l'émergence du Burkina Faso. Les différents cadres sectoriels mis en place pour l'exécution du PNDS se réunissent afin de faire le bilan de leurs actions. Le cadre sectoriel de dialogue, gouvernance administrative et locale s'est retrouvé hier à Ouagadougou. 5 ministères ont évalué la mise en œuvre des actions sectorielles. Au bout du compte, ils ont pu mesurer leur contribution à l'atteinte des objectifs du PNDS. Paul David Bambara, Vincent Kendrebeo. Fruit d'une collaboration entre le gouvernement et ses partenaires, le cadre sectoriel de dialogue, gouvernance administrative et locale tient sa revue annuelle de 2018. L'objectif de cette rencontre est de valider le projet de rapport de performance des départements ministériels concernés pour la période 2017. Il s'est agi, dans le cadre de ce programme, de décliner un certain nombre d'actions visant à moderniser dans l'administration publique, dans sa gouvernance, dans son fonctionnement, et surtout dans la qualité du service public qui doit être offerte aux citoyens.
L'administration, si vous voulez, est un peu ce corps de la société qui permet aux autres d'exprimer la plénitude de leur performance. Donc quand il y a une administration publique qui fonctionne bien, c'est une garantie pour que les autres corps de la société puissent accéder aux différents services. Pour un service public plus efficace, les politiques mises en œuvre ont déjà produit des résultats selon les parties prenantes. Le rapport 2017 fait cas d'un taux d'exécution physique de près de 80% au niveau de ces départements. Un volet important en termes de gouvernance qui a été atteint en 2017, c'est la stratégie nationale de promotion de bonne gouvernance. Vous savez, aujourd'hui, il s'agit d'amener globalement l'ensemble des acteurs publics à observer un certain nombre de valeurs cardinales, j'allais dire, de gouvernance dans la mise en œuvre de politiques publiques. Le cadre sectoriel de dialogue, gouvernance administrative et locale prend en compte 5 ministères. Il s'agit des départements en charge de la fonction publique, de l'administration territoriale, des finances, de la communication, des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur. Ce cadre a pour rôle d'évaluer l'apport de ces départements dans la mise en œuvre du PNDS. La promotion de l'agriculture biologique et écologique, cheval de bataille du Conseil national pour l'agriculture. Les membres du Conseil se sont réunis en Assemblée générale à Ouagadougou pour faire le bilan de l'année écoulée. Un bilan satisfaisant a été dressé au regard des résultats obtenus aux côtés des agriculteurs. Ces derniers s'impliquent de plus en plus dans une exploitation agricole respectueuse de l'environnement. Yacouba Gamene, Vincent Kendrebeo. Ils sont membres du Sénabio, le Conseil national de l'agriculture biologique, une organisation fêtière qui se donne pour ambition de promouvoir l'agriculture biologique et écologique au Burkina Faso. Et notre pays a tant besoin de ces formes d'agriculture-là, face justement à la dégradation continue donc des ressources naturelles, face à l'utilisation abusive ou maladroite des pesticides, des produits chimiques de synthèse. Donc concrètement, ce que nous faisons, c'est d'abord la formation, c'est la sensibilisation, c'est du plaidoyer pour que l'agriculture biologique là, prenne davantage de la place au niveau du Burkina Faso. Réuni en Assemblée générale, le Sénabio se penche sur le bilan de son programme d'activité 2017 et il y a de motifs de satisfaction pour ces acteurs au regard des résultats. Nous avons fait plusieurs ateliers d'information et de sensibilisation. Nous avons identifié un certain nombre de producteurs qui ont été accompagnés dans la certification bio par SPG. Et aujourd'hui, au niveau de Ouagadougou, on peut trouver des produits certifiés bio SPG. Et puisque ces actions contribuent à la sauvegarde de l'environnement, le Sénabio a tout le soutien du ministère de l'Environnement et de l'économie verte représenté à l'ouverture des travaux. Et lorsque nous constatons aujourd'hui ce qui se passe, c'est dramatique sur nos terres. Travailler à sauver l'environnement, ça fait partie de la lettre de mission de M. le ministre en charge de l'environnement. Ceci dit, nous ne pouvions que donner une caution morale à toute action qui vise naturellement à sauver nos sols, à sauver l'environnement. Le Sénabio, selon ses responsables, fonctionne grâce aux efforts de ses membres et avec le soutien de quelques partenaires. Une convention qui vient valoriser les produits locaux, c'est celle signée entre la mairie de Ouagadougou et l'Union nationale des producteurs de riz. Et les autorités municipales ouagalaises ont décidé de promouvoir le riz local. Ainsi, l'Union met à la disposition de la mairie 30 000 tonnes de riz et 826 000 tonnes de haricots pour le millier de cantines que compte Ouagadougou. Valeur de cette convention, 1 milliard de francs CFA. Issaka Ouedraogo, Zalissa Sanfo. Du riz made in Burkina Faso, désormais dans les assiettes des élèves de la capitale. C'est un menu concocté par la mairie de Ouagadougou et l'Union nationale des producteurs de riz. Et pour ce premier acte, c'est 3 000 tonnes de riz et 826 000 tonnes d'haricots que la mairie centrale vient d'acquérir pour les cantines de la capitale. L'objectif de cette convention, c'est beaucoup plus pour faire la promotion de tout ce qui est produit localement. On sera très rigoureux là-dessus pour être sûr que ce que nous sommes en train de consommer, ce que nous sommes en train de donner à nos enfants, c'est du riz produit localement. Les cantines scolaires, un vaste marché selon ces producteurs de riz qui invitent du même coup les autres communes
à se retourner vers eux pour leur dotation. Parce que lorsque tu produis et on enlève, ça te motive. Parce qu'avant, les petits producteurs, ce qu'ils produisaient là-même n'était pas acheté. Il y avait toujours les méventes. Mais avec cette situation-là même, tous les produits des plaines et des bas-fonds là sont en train d'acheter. À l'heure où je vous parle, là, on est prêt pour en tout cas doter toutes les cantines scolaires du Burkina. Ce sont 10 050 cantines qui bénéficieront de ce riz et de ce niébé d'une valeur de 1,8 milliard de francs CFA. Et la mairie centrale promet toujours se retourner vers les producteurs locaux pour la dotation de ces cantines scolaires. Formation des cadres du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle autour du civisme à Kaya. Pendant 5 jours, des cadres du département vont acquérir des connaissances qui leur permettront d'encadrer les jeunes pour éviter toutes sortes de dérives. Plusieurs modules sont au programme de cette formation qui met l'accent sur le civisme, la citoyenneté et les valeurs individuelles et sociales. Nongba Kouda, Mounira Kéré, reportage à Kaya. Montée de l'incivisme au Burkina, le ministère en charge de la jeunesse renforce les capacités de ses acteurs pour y faire face. Des acteurs venus des 13 régions du pays et qui vont revisiter les notions de civisme, de citoyenneté et de culture de la paix. Nous sommes dans un contexte marqué par un incivisme, donc nous voulons inverser la tendance en jouant notre partition. Et notre partition, c'est la sensibilisation, c'est la formation, c'est l'animation. Et ces cadres qui sont sur le terrain, ils ont de temps en temps besoin effectivement de sessions de recyclage. Comment parvenir à former un modèle de citoyen soucieux du respect des règles de la société? Le directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente insiste sur la nécessité de mettre l'accent sur l'éducation extrascolaire. C'est les sensibilisations qui peuvent être faites à travers des conférences, à travers des panels, à travers des sketchs, à travers des causeries éducatives, à travers des sessions de formation. Donc c'est un paquet de méthodes et de techniques que nous utilisons effectivement pour faire passer le message. Et toutes ces techniques, les cadres du ministère, notamment les cadres de jeunesse et d'éducation permanente, les maîtrisent. Mais les choses évoluent et les jeunes évoluent également très rapidement. Et pour une jeunesse consciente de ses droits et de ses devoirs, ces acteurs seront également outillés en techniques d'animation et de communication. Aussi, des modules comme l'état de droit, le bien public, le service public, les vertus individuelles et sociales seront développés à leur attention. Le ministère de la Jeunesse a aussi formé des journalistes à Koudougou, renforcement de leurs connaissances en matière d'enseignement, de formation technique et professionnelle. Pendant 5 jours, les hommes de médias ont été outillés sur ces notions grâce à une initiative de la direction de la communication appuyée par le programme d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Précision, Yacouba Gamene, Kati Sanogo. Au Burkina Faso, la formation professionnelle est souvent réservée à ceux qui ont échoué dans le système éducatif. Seulement 4% des jeunes qui ont fréquenté l'école sont capables d'exercer un métier à la fin de leur formation. 96% qui ont le niveau baccalauréat et la maîtrise font des concours pour accéder à la fonction publique. Pour renverser la tendance, la presse a un rôle important à jouer. C'est ce qui a amené la direction de la communication et de la presse ministérielle du ministère en charge de la jeunesse a initié un atelier de renforcement des connaissances des professionnels des médias publics et privés en matière d'enseignement, de la formation technique et professionnelle. En mettant les hommes de médias au même niveau d'information, c'est qu'en filigrane, nous souhaitons qu'ils soient des relais afin que nous puissions combattre essentiellement 2 problèmes. Le premier, c'est la méconnaissance de la formation professionnelle et le deuxième, c'est la stigmatisation qui semble exister en matière de formation professionnelle. À cette session de formation qui a duré 5 jours, plusieurs modules sur l'emploi ont été abordés. L'atelier nous a permis de comprendre ce que c'est que l'enseignement même professionnel, l'enseignement technique, de faire la part des choses. Et nous avons abouti à une décision qui est de créer un club de presse pour accompagner le ministère dans le changement même des paradigmes et de comportement vis-à-vis du secteur de l'RTP. L'appui des médias à la production d'œuvres journalistiques valorisant les jeunes modèles
issus de l'enseignement professionnel dans le cadre de la décennie africaine de la jeunesse, a aussi été une des recommandations. De nombreux mots décelés dans les politiques de protection de l'enfance au Burkina. Ils ont pour nom manque de coordination ou insuffisance de texte. C'est une étude qui le révèle. Ces résultats ont été présentés lors d'une rencontre à Ouagadougou. Le document indique d'autre part qu'il y a trop de projets et programmes qui interviennent dans le même secteur au détriment d'autres. Kosoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. Qui fait quoi dans le domaine de la protection des droits de l'enfant au Burkina Faso? Cette question vient de trouver réponse après une étude de 3 mois réalisée auprès de 12 ministères qui traitent spécifiquement des questions de protection des droits de l'enfant. Il n'y a que 7 de ces 12 ministères clés-là où dans leur décret portant organisation et attribution, il y a des mandats spécifiques qui concernent l'enfant. Les autres, ils interviennent, mais il n'y a rien de précis. Et également, il y a une multitude de plans, de programmes, de projets. Ces documents, ils sont trop nombreux. Et outre le désordre, l'insuffisance de textes réglementaires, l'étude fait aussi ressortir un manque de coordination au niveau des projets et programmes qui s'occupent de la protection des droits de l'enfant. Il y a des groupes cibles qui sont délaissés, qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Si vous prenez les plans, les programmes, là, vous allez voir que ce qui est beaucoup plus en vogue, c'est mariage d'enfants, c'est travail des enfants dans les mines et carrières, c'est la scolarisation, mais il y a d'autres types de problématiques qui concernent les enfants qui sont négligés, les violences physiques, les violences sexuelles faites aux enfants comme les viols et autres, les problèmes de grossesse des enfants, surtout en milieu scolaire, les enfants, les mères de jumeaux qui traînent avec les enfants dans la rue. En initiant cette étude, l'ensemble des partenaires impliqués veulent corriger ces irrégularités, les imperfections, pour une synergie d'action et donc une meilleure prise en charge des droits de l'enfant. Le gouvernement israélien a annoncé hier la suspension de la mesure de collecte de taxes auprès des églises. Il sera mis en place, a affirmé Tel Aviv, un groupe de travail pour proposer une solution sur la taxation des biens des églises. La mesure avait occasionné la fermeture du Saint-Sépulcre où est enterré le Christ à Jérusalem-Est pendant 3 jours. Pour le plus grand bonheur de milliers de pèlerins et de touristes du monde entier, le Saint-Sépulcre, le lieu le plus saint du christianisme, a rouvert ses portes à Jérusalem après 3 jours de bras de fer avec les autorités israéliennes. Les églises grecques, orthodoxes, arméniennes et catholiques qui partagent la garde du site l'avaient fermé dimanche. Hier, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a annoncé la suspension de la collecte des taxes. Il est normal que ce soit important de rouvrir les portes de l'église, de laisser entrer les gens qui ne visiteront parfois qu'une seule fois dans leur vie ce lieu saint. Parce qu'un lieu saint, sans vie, ce n'est que de la pierre. Nous sommes l'église vivante, témoigne ce moine franciscain. Concernant la collecte des taxes, un groupe de travail sera mis en place pour trouver une solution. La municipalité de Jérusalem voulait imposer les biens des églises qui génèrent des revenus. Les arriérés se montraient à 150 millions d'euros. Autant d'argent qui ne financerait plus d'importantes œuvres sociales, selon les églises chrétiennes. Netanyahou a aussi annoncé le réexamen d'une proposition de loi qui permettrait à l'État israélien d'exproprier des terres vendues par l'église orthodoxe à des investisseurs privés. Les péripéties qui ont marqué l'ouverture du procès du Push manqué s'étalent aujourd'hui à la une des quotidiens. Les journaux notent l'intérêt porté au procès et les fortes pressions sur le juge. Revue de presse avec Vincent Tiendrebego. Procès du putsch manqué quand la salle des banquets refuse du monde, écrit le pays qui souligne l'intérêt du public à ce procès emblématique ouvert hier à Ouagadougou. Dès 8 heures, la salle était pleine comme un œuf et tous ceux qui arrivaient après devaient faire le pied de grue dehors. Forte mobilisation, relève également l'observateur Palga. Mais les journalistes qui ne pouvaient se séparer de leur matériel de travail sont tenus à l'écart, hors du périmètre de sécurité. Car aucune image, aucun son du procès ne devait sortir de la salle d'audience. Telle était la stricte volonté du tribunal militaire, malgré l'insistance des journalistes dans ce procès public-privé. Regardez cette image, toujours dans l'observateur Palga, des conseils de la partie civile trimballent des valises entières contenant leur dossier, ce qui est un peu illustratif des dimensions de ce procès.
procès dont le cerveau est le général Gilbert Diendéré. Ici, dans Sidoya, l'air détendu, saluant ses frères d'armes à la pause. Intéressons-nous au fond. Hier, c'était un faux départ, commente l'observateur Palga. Car sitôt ouverte, l'audience a été suspendue sine die pour quelques problèmes de légalité. Et certains ont vite fait d'y voir des manœuvres dilatoires, une stratégie de blocage pour retarder l'échéance à défaut d'éviter d'aller au fond. La faute au tribunal militaire qui a présenté des failles aux avocats des accusés. Et pour l'Obs, ce n'est que le début et on n'est pas au bout de nos surprises. Pour le pays, les attentes des Burkinabés sont fortes, les pressions aussi, et elles sont de toutes parts. D'abord, les insurgés en veulent au général qui a voulu rétablir l'ordre ancien pendant la transition sur fond de morts d'hommes et de nombreux blessés. Pendant que ceux qui cherchent le chemin du retour après la vague de l'insurrection qui les a emportés crient à la chasse aux sorcières et à la justice des vainqueurs. À cela s'ajoutent les chapelles politiques et les OAC qui donnent de la voix. Et le journal de souligner qu'il est impératif de dépassionner les débats et laisser le juge travailler sereinement. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.